plateformes vont continuer à pousser le format vidéo aujourd'hui et en 2026 particulièrement. Ça va être du divertissement et de la vidéo. J'ai beaucoup d'amis, donc ma génération aux alentours de 35 ans, qui utilisent ChatGPT avant Google maintenant. Moi, c'est 40% des moins de 35 font des recherches régulièrement sur TikTok. Et ce chiffre va continuer d'augmenter. Et le premier réflexe, c'est pas spécialement d'écouter le début de la vidéo, c'est d'aller voir les commentaires. D'avoir tes employés qui sont ambassadeurs de ta marque, c'est ultra puissant. Si tu es fier de montrer que tu travailles pour une entreprise, ça montre quand même que tu crois en le produit et ou le service qui est proposé. Et je pense que les plateformes social médias vont continuer à pousser les comptes des petits créateurs de contenu au détriment des grandes marques. J'aimerais qu'on soit tous un peu plus journalistes dans notre utilisation quotidienne des réseaux sociaux parce que pour l'instant, j'ai l'impression que sur la plupart des réseaux format court, on n'a que des conclusions, on n'a pas de raisonnement et il y a des personnes qui font clairement du engagement farming, donc qui sont conscients qu'ils disent du bullshit, mais qui le disent quand même. Épisode numéro 2 de The Feed. Aujourd'hui, ça va être un peu plus léger. On va faire des prédictions pour 2026 par rapport aux réseaux sociaux. Je suis de nouveau avec toi, Fred. Comment vas-tu ? Yes, tout va bien pour faire Madame Irma aujourd'hui. Les prédictions 2026, qu'est-ce qui va arriver ? On a hâte de savoir. Alors, on va faire des prédictions réalistes. Ouais. Culotté, comme on dit, ou osé, pour avoir un mot un peu plus doux. Exactement. En anglais, c'est bold prediction, mais on ne dit pas des prédictions grasses. Audacieuses. Audacieuses, c'est pas mal. Et puis, une wishlist aussi, ce qu'on aimerait voir en 2026 sur les réseaux. Ouais, carrément. On commence réaliste ? On commence réaliste, ouais. Ah, et qu'est-ce que tu as mis comme premier point ? Alors, comme premier point, c'est la vidéo first. Donc, les plateformes vont continuer à pousser le format vidéo. Et donc, ma première prédiction réaliste, c'est que les marques vont le comprendre et vont vraiment investir dans le contenu vidéo. 9-16 ou 16-9. On sait que YouTube, c'est aussi du 16-9, il ne faut pas l'oublier. Et donc ça, c'est vraiment un point qui, à mon avis, va continuer de se développer. On sait que c'est ça qui accroche l'attention, qui capture les audiences. Et donc, c'est clair que le social media, en fait, aujourd'hui et en 2026 particulièrement, ça va être du divertissement et de la vidéo principalement. Ouais, donc les gens commencent à perdre un peu l'habitude de lire ou de regarder des images. Et par conséquent, je ne parle pas de TikTok ici, mais sur Instagram, on va perdre un peu le feed et on va plus se concentrer sur tout ce qui est réel. Je pense que le réel va continuer à prendre une part importante sur Instagram. Le seul réseau social où je le vois un peu moins arriver parce que c'est plus compliqué de percer sur ce format-là, c'est LinkedIn. Ouais. Mais sinon, X, encore, il y a The Beast qui a annoncé qu'il arrivait sur X. Donc, en fait, je pense que tous les réseaux sociaux vont continuer de pousser à fond la vidéo. Oui, ils sont bien conscients qu'ils sont en concurrence avec d'autres moyens de divertissement, le cinéma, la télé, Netflix et autres. Ouais, on a toujours été fort attirés par, on va dire, un peu plus passif. La lecture, c'est quand même très actif, ça demande de la concentration. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens, justement, au travail, ils finissent fatigués, les parents, ils finissent fatigués. Et donc, le soir, tu as plus envie de sortir ton téléphone, regarder des vidéos et à la limite t'instruire de cette manière-là plutôt que via de la lecture d'articles ou de livres. Ouais. C'est clair. Moi, ma première prédiction réaliste, c'est plus l'utilisation de TikTok en tant que moteur de recherche. Ah bah écoute, c'était ma deuxième prédiction réaliste. Voilà, on en a une en commun, c'est pas mal. Ouais, je pense que de base, c'est Google numéro 1. Ça a toujours été, ça l'est encore. Cette année, on a senti quand même ChatGPT, Gemini, etc., qui prenaient de plus en plus de part par rapport à ça. J'ai beaucoup d'amis, donc ma génération aux alentours de 35 ans, qui utilisent ChatGPT avant Google maintenant. Ça pose des questions directes sur tous les sujets possibles et imaginables. Et cette année, sur certains sujets, surtout les restaurants, ce genre de choses, j'ai l'impression que TikTok est fort utilisé. Mais je pense que ça va vraiment grandir en 2026. Ouais, à fond, je te rejoins complètement. Je crois que c'est 40% des moins de 35 font des recherches régulièrement sur TikTok. Et ce chiffre va continuer d'augmenter. D'ailleurs, je pense qu'il est sous-estimé par les marques. On parle beaucoup de Géo et effectivement de ChatGPT qui devient un vrai endroit où on cherche de l'info. Par contre, il y a énormément de jeunes et de moins jeunes qui cherchent sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils peuvent avoir directement une réponse qui est assez visuelle. On en parlait tout à l'heure, la vidéo, assez authentique, assez brute.
Et donc, c'est clair que ça va continuer à se développer. Et je pense que le challenge pour les marques, ça va être aussi de trouver un moyen de juxtaposer du contenu divertissement, infotainment, avec du contenu qui répond à des requêtes. Ouais. Et donc, travailler du SEO pour remonter sur TikTok, ça veut dire quoi, en fait, pour une marque? C'est pas forcément un pilier de contenu très intuitif, mais finalement, je pense que voilà, tu es une marque de margarine, tu as intérêt à faire des recettes et des recettes qui sont fortement recherchées pour que ta marque remonte sur TikTok avec un contenu qui met en avant ta marque, mais de manière assez fondue et assez en action, en fait. Et ça, je trouve c'est hyper intéressant pour les marques. Et donc, il faut se positionner là-dessus, c'est sûr. Et est-ce que tu penses qu'en parallèle, ce serait du coup intéressant de beaucoup se positionner sur l'UGC et l'influence? Alors, pour moi, ça vient en complément, mais je pense que c'est comme toujours. Il y a d'abord le earned media, donc tes piliers de contenu ou tes touchpoints qui appartiennent à la marque et que tu dois réussir à travailler pour remonter. Et finalement, tout ce qui est UGC et créateur de contenu peut venir apporter une deuxième puissance à tout ce contenu. Mais ce qui est intéressant, c'est que la marque s'approprie vraiment cette partie-là. Cette partie-là, ouais, tout à fait. En gros, en tant que marque, maintenant, il faut... Par exemple, pour prendre un exemple sur le GEO, les marques se positionnent en mode, OK, est-ce que si je tape les 3 banques les plus crédibles en Belgique, est-ce que je sors dedans en tant que banque? Je crois que l'exercice devrait être fait aussi sur TikTok. Est-ce que je sors si je fais un meilleur restaurant de viande à Bruxelles, par exemple? Et après, il faut réfléchir à comment s'assurer de sortir parmi les premières vidéos là et que ce soit une vidéo positive aussi, parce que UGC, ça peut être positif comme négatif. Donc, il faut un peu gérer tout ça. C'est un gros travail quand même. C'est un gros travail. Et après, ça dépend aussi des secteurs. Parce que tu es un restaurant, tu as intérêt à jouer à fond la carte UGC, alors qu'une banque, dans un monde un peu plus contrôlé, dans un secteur un petit peu plus contrôlé, où les gens attendent de l'info un peu plus vérifiée, je pense que là, tu as tout intérêt à pousser le côté contenu de marque pour répondre à des requêtes avec du contenu certifié, peut-être pas, mais en tout cas vérifié et plus expert. Alors, je dois partir dans ma deuxième prédiction, parce que j'ai fait un petit spoiler sur la tienne. Alors, moi, évidemment, je suis obligé de parler de Employer Branding. Donc, je pense, on vient de parler de EGC, je pense que de UGC, pardon. Là, je pense que le EGC, Employee Generated Content, va vraiment prendre une grosse part pour toutes les marques qui travaillent leur marque employeur sur les réseaux. Ouais, tu as tout à fait raison. Et je dirais que c'est pas que pour l'employer branding, c'est aussi si tu as un service ou un produit, en fait, avoir tes employés qui sont ambassadeurs de ta marque, c'est ultra puissant. Et c'est des relais, en fait, qui sont relativement simples à activer. Dans le sens où ils comprennent ta marque, ils comprennent la vision, la mission, les spécificités aussi du produit ou du service. Et donc, en fait, les mettre en action, c'est ce qu'il y a de plus malin à faire avant même de penser à l'UGC des gens qui ne connaissent pas a priori ton produit ou ton service. Ouais, je suis entièrement d'accord, parce qu'en fait, à la limite, les meilleurs représentants d'un produit, d'un service, d'une marque sont les personnes qui travaillent directement là. Imagine un CEO qui lance un produit lié à la nourriture, mais qui ne le consomme pas lui-même. Ça pose des questions quand même. Clairement. Et pareil pour ceux qui travaillent dans l'entreprise. Automatiquement, tu vas dire ils savent quelque chose qu'on ne sait pas et qui est négatif. Alors que si tu es fier de montrer que tu travailles pour une entreprise, ça montre quand même que tu crois en le produit et ou le service qui est proposé. Ouais. Et puis, ça montre aussi l'adhésion de toute l'équipe dans le projet, dans la vision. Et je trouve que c'est hyper intéressant comme levier marketing à activer. Et donc, ça, c'est une très bonne prédiction réaliste. Je pense que là, les marques vont s'y mettre. Elles commencent déjà, mais elles vont s'y mettre, c'est sûr. Ouais, et pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un peu réactif. Les entreprises, ils essaient de créer une bonne culture, ce qui, par conséquent, donne envie à certaines personnes de communiquer sur leur environnement de travail. Et ici, j'ai l'impression qu'en 2026, il y a de plus en plus d'entreprises qui ne vont pas être trop pushy, c'est très mauvais de l'être, mais qui vont juste
glisser le mot de c'est apprécié si vous le faites ou incluez ça dans vos heures de travail. Si vous devez prendre une demi-heure pour rédiger un bon post LinkedIn, faites-le dans vos heures de travail. Nous, c'est un win-win. Complètement. Mais écoute, très intéressant cette prédiction et j'espère qu'elle va se réaliser parce que pour moi, c'est un levier assez facile et très puissant à activer, quoi. Ouais, en fait, c'est ça. C'est facile, puissant et ça peut avoir que des bienfaits sur les entreprises qui le font. À fond. Écoute, moi, une troisième prédiction, vu que tu as grillé ma deuxième, c'était, et je pense que les plateformes social médias vont continuer à pousser les comptes des petits créateurs de contenu. Au détriment des grandes marques. Alors évidemment, ça peut ne pas prêcher pour notre chapelle, mais ça nous pousse en fait à réfléchir des systèmes qui sont social first. Et donc en fait, activer un compte d'une marque, ce n'est plus suffisant demain. Parce que il y a une certaine visibilité, un certain engagement qui va être là, mais qui pourrait être encore plus puissant si on a des relais de créateurs de contenu. On sait que les algorithmes poussent énormément les créateurs de contenu qui ont entre 1000 et 10 000 followers, hein, les nanos, parce que c'est énormément d'engagement sur des communautés très spécifiques, un peu plus niches. Et donc ça, je pense que ça va continuer parce que les algorithmes poussent l'humain, poussent des discours un peu sincères et les créateurs de contenu sont a priori là pour pousser ce type de discours. Ouais, donc sur les grosses entreprises ou les gros comptes, tu centraliserais peut-être un tout petit peu moins la communication et tu chercherais soit à faire de la communication externe ou même créer des silos. Je prends un exemple de Deleuze parce que c'est un de nos clients, mais il y a le compte Deleuze qui va plus pousser la partie produit et puis il y a Work at Deleuze qui va plus pousser la partie employer branding, mais du coup, ça fait 2 plus petits comptes plutôt qu'un gros. Est-ce que ce serait une option ? Ça pourrait être aussi une autre option. Après, moi, je voyais plutôt, tu as le compte de la marque, et alors tu dois avoir des relais en plus, si tu veux faire du reach organique, tu dois avoir des relais avec des créateurs de contenu qui soit créent du contenu pour la marque, et idéalement qui postent vraiment sur leur compte, parce que ça va apporter un autre reach. Ça, c'est assez intéressant parce qu'on en parlait un peu à midi. Quand nous, on était gamins, les jobs d'aujourd'hui n'existaient pas encore. Et nos gamins aujourd'hui vont avoir des jobs qui n'existent pas encore aujourd'hui. Pendant des années, on voyait le monde de l'influence aux créateurs de contenu. Avant de pouvoir réellement en vivre, il faut vraiment avoir une énorme communauté. Est-ce que tu penses que aussi en 2026, les plus petits créateurs de contenu vont pouvoir mieux arrondir leur fin de mois et évoluer vers quelque chose qui est peut-être un peu plus viable dans ce rôle-là ? Ouais, c'est sûr que c'est un métier qui va continuer à se développer et qui va... en se structurant, il va y avoir plus de personnes sur le marché. Donc, évidemment, tout le monde ne va pas tirer son épingle du jeu, mais je pense qu'il y a plus de personnes qui arriveront à bien vivre de la création de contenu. Parce que ce n'est plus que monétiser une audience, c'est aussi pousser son expertise de création de contenu et le mettre au service d'une marque, un peu comme un directeur artistique externe, en fait, qui apporte une autre vision sur la marque. Et donc ça, c'est pour moi un nouveau métier qui est plus de l'influence comme on pouvait l'imaginer encore il y a 5 à 10 ans avec des communautés qui se construisent très très vite via la télé-réalité par exemple. Là, on parle vraiment de personnes qui sont des entrepreneurs dans l'âme, qui ont une vraie vision créative, qui ne font pas que ça d'ailleurs la plupart du temps, et donc qui arrivent à monétiser encore mieux la partie création de contenu. Ouais. Et c'est assez intéressant parce que du coup, pour ceux qui voudraient devenir créateurs de contenu aujourd'hui, si je lis entre les lignes, je me dis c'est plus intéressant de vraiment trouver une niche dans laquelle on est bon. Et quand je dis niche, ça peut être un sujet. Je suis spécialiste en un sujet particulier, en investissement ou peu importe. Mais ça peut être aussi régional. Genre, je suis un expert sur Bruxelles, tout ce qui se passe à Bruxelles. Et dans ce cas-là, effectivement, en tant que marque ou produit ou restaurant sur Bruxelles, tu vas te diriger vers des gens qui sont suivis par une communauté très bruxelloise. Et tu peux aussi avoir cet angle un peu, je m'y connais à fond, je suis diététicien, je m'y connais très bien en nourriture, mais donc là c'est moins régional, mais c'est plus sur un sujet particulier. Et là, toutes les entreprises qui tournent autour de la nourriture pourraient être intéressées par ton profil. Ouais, complètement. Il vaut mieux prendre une verticale assez niche, quitte à ce qu'elle élargir par la suite, et alors aussi apporter quelque chose en termes de création de contenu, donc avoir un vrai point de vue, un vrai format,
ça peut être n'importe quoi, mais il faut vraiment se différencier via un contenu. Et ça, je pense que les audiences sont assez friandes aussi de découvrir des nouveaux formats, des nouvelles manières d'apporter un sujet, quoi. Ouais, ça peut être sur le tone of voice, ça peut être sur la personnalité, ça peut être sur le montage, ça peut être sur le format, ça peut être sur les angles, ce genre de choses. Ouais, plein d'idées. Plein d'idées. Allez, moi, ma dernière, c'était... on en a parlé dans le premier épisode. La modération deviendra obligatoire. Ouais. Aujourd'hui, et j'en parle de plus en plus autour de moi, il y a plein de gens qui lancent une vidéo et le premier réflexe, c'est pas spécialement d'écouter le début de la vidéo, c'est d'aller voir les commentaires. C'est clair. C'est cette discussion que tu arrives à engager avec ton audience ou des gens qui ne font pas partie de tes followers. Parce que ça aussi, c'est une prédiction réaliste, c'est qu'en fait, les followers, c'est quelque chose qui a de moins en moins d'importance. Finalement, c'est qui tu arrives à toucher avec ton contenu, dans tes followers, mais aussi dans les non-followers, et quelle est la discussion que tu arrives à engager avec eux. Et tu as raison, il y a énormément de gens qui regardent les commentaires, qui répondent à ça, et qui regardent plus ça que finalement le contenu proposé par la marque. Donc, ça devrait être obligatoire, tu as raison. C'était à l'essence même des réseaux sociaux, hein. C'était rentrer en discussion. Ouais, Connect People, c'était pas ça le slogan de Facebook à la base? Je pense que c'était un truc du style. Et donc, en fait, les marques l'ont perdu parce qu'elles se disent que c'est juste une plateforme pour diffuser, mais on n'est pas à la télé ici, quoi. Donc, il faut vraiment revenir à l'essence même du social media. Et alors, tu as aussi, mais ça, c'est pas une nouvelle prédiction, mais tu as tout ce qu'on appelle le dark social. Donc, c'est tous les messages qu'on a en dehors du feed, dans les messageries, et qui, en fait, les posts qu'on va partager, puis on va engager une discussion avec un pote sur tel ou tel contenu. C'est très difficile à mesurer, mais de nouveau, c'est ça qui fait la richesse du social media. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et une bonne pratique pour engager davantage une communauté, c'est justement de répondre aux commentaires. Parce que si tu vas répondre aux commentaires, la personne qui voit une réponse de son créateur ou de sa marque, ça lui fait plaisir, ça lui donne envie de commenter derrière. Et une personne qui est plutôt passive et qui regarde, tiens, est-ce que la marque répond ou pas? Si j'ai une question et que je vois qu'il y a des réponses de la marque, je vais poser ma question. S'il n'y en a pas, je me dis, je perds du temps à écrire un commentaire. Donc, il y a beaucoup à gagner à faire ça. À fond. On passe on a fait le tour pour les réalistes. Voilà, on passe aux audacieuses. On part sur les audacieuses. C'est moi qui shoot. Vas-y, shoot. Alors, je vais prendre la première. Je vais commencer par Meta. Et je pense que Meta est en train de nous faire, avec notamment les lunettes Meta, dont on parle très très peu. Ouais. Mais je pense qu'il pourrait y avoir une énorme opportunité de créer des communautés très immersives, en fait, avec un gros retour du live à travers les lunettes Meta. Ouais. On sait qu'en fait, sur Facebook, il y a énormément de choses qui se sont déplacées dans les groupes. Donc vraiment, déjà, ce côté un peu plus communautaire est bien présent. Et je pense que là, il y a une carte à jouer pour les marques, mais aussi pour Meta, de se positionner vraiment un peu comme Reddit sur le côté plus du coup texte, on va dire, mais avec des communautés très engagées, très visuelles, qui permettent, grâce aux lunettes, d'avoir des vraies expériences immersives, du live, faire vivre en direct à un groupe des expériences. Je pense que là, il y a quelque chose à jouer. En fait, ça serait peut-être un peu le retour du métaverse, mais appliqué finalement à la réalité. Ouais, aux social media, à la plateforme, là où sont les users, parce que finalement, Mark Zuckerberg, il n'a jamais réussi à drainer les gens dans le métaverse, etc. Mais là, je pense qu'il y a quand même des ingrédients qui sont réunis pour, je ne sais pas si on peut appeler ça un nouveau métaverse, mais en tout cas pour déplacer un peu le curseur dans ces groupes et en faire des vraies zones assez immersives. J'aime bien ce que tu dis, parce que tu parles d'ingrédients réunis, et c'est vrai qu'on se rend compte que l'audience aime bien ce qui est coulisses. Tu vas faire un vlog sur les coulisses auxquelles les gens n'ont pas accès, et c'est quelque chose qui fonctionne bien. Le point of view fonctionne assez bien aussi. Et il y a aussi le FOMO, qui fonctionne assez bien sur les réseaux sociaux, c'est Fear of Missing Out, genre je peux pas aller à cet événement, mince, je vais le rater, etc. Et en fait, si
si tu commences à faire des lives sur des événements et avec des accès que tout le monde n'a pas. Que tout le monde n'a pas, ouais. Donc là, il y a un truc, à mon avis, qui pourrait se passer et qui pourrait être assez intéressant à suivre. Ah, j'aime bien parce que tu rentres vraiment dans la case audacieux, parce que on n'en parle pas. Non. C'est un peu osé de croire que ça peut débloquer quelque chose, mais il y a une vraie raison derrière. Donc c'est réaliste et ambitieux. En fait, c'est un dark social, mais immersif et pas si caché. Mais comme tu dis, le fait de restreindre l'accès à des groupes, ça peut être quelque chose assez puissant. Bon, on sait, hein, l'humain, il veut rien rater, etc. Donc ça peut être assez puissant d'avoir ce phénomène-là qui se crée. Et là, pour le coup, Facebook pourrait quand même revenir sur le devant de la scène avec une nouvelle promesse. Enfin, en tout cas, moi, si j'étais CMO de Facebook, c'est ça que je pousserais. Ah. Peut-être qu'ils nous écoutent, on ne sait pas. Si tu nous écoutes, appelle-moi, voilà, il y a plein de choses à partager. Moi, je vais aller à contre-courant sur mon premier audacieux. On est en plein essor de l'intelligence artificielle. Je pense qu'on va continuer à l'utiliser de manière professionnelle, donc pour améliorer nos process, aller plus vite dans nos façons de travailler. Mais par contre, je pense que les gens vont très rapidement avoir un ras-le-bol de l'intelligence artificielle sur les réseaux. Genre les bots, le contenu uniquement généré par l'intelligence artificielle. Je crois qu'on va déjà en avoir marre et que on va potentiellement se diriger vers un attrait vers les plateformes qui en ont le moins. Tout à fait. Ben, en fait, ça rejoint une de mes prédictions audacieuses, mais je ne suis pas sûr que les plateformes poussent ce curseur-là. Ils pourraient mettre en place un algorithme sans IA. Donc, tu as le choix en rentrant sur Facebook, sur Instagram ou sur TikTok de choisir du contenu sans IA ou du contenu un peu de tout, quoi. Ah, ce serait pas mal d'avoir on-off ou 3 trucs. Voilà, uniquement IA. Je pense qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça. Oui, il y en a qui pourraient mettre... Mix des deux ou bien uniquement humain. Et ça pourrait être assez cool. Bon, la difficulté réside dans le fait qu'on ne sait pas toujours que c'est de l'IA. Donc déjà, voilà, le deepfake est vraiment au coin de chaque rue, si je puis dire. Et donc, c'est ça qui est déjà pas facile. Mais moi, je pense que si je voulais pas perdre mes utilisateurs, je proposerais à un moment donné une option comme ça, parce qu'il y en a qui vont être réfractaires, et je le comprends, alors qu'il y en a qui vont embrasser le truc et y aller direct, quoi. Ouais, et en fait, je pense que tu as raison, parce qu'on pourrait imaginer des plateformes qui se créent, des nouvelles plateformes uniquement humaines, par exemple, mais au final, c'est facilement concurrençable par les plateformes qui existent déjà, juste avec un settings, quoi, une configuration possible. Ouais. Mais je pense que j'ose espérer, j'avoue que c'est un peu dans ma liste d'espoir aussi, que c'est peut-être dans les wishlists aussi. Voilà, les plateformes commencent à réfléchir à comment, pas lutter contre ça, mais pouvoir un peu filtrer l'intelligence artificielle. Ouais, pas sûr que ça aille dans cette direction, puisque en fait, comme elles veulent à mort du contenu, en fait, elles vont prendre à la fois l'IA et le non-IA. Et comme l'IA permet d'augmenter le volume, je pense qu'elles vont continuer à y aller et à embrasser ça. Mais bon, on verra. À propos de contenu, moi je pense qu'il y a aussi un grand retour du texte qui va venir. Donc tu vas venir. Ouais. Ah, moi, ça je c'est pense audacieux. Quand même, parce qu'en fait il y en a qui justement à contre-courant de la vidéo veulent quand même avoir ce côté texte plutôt court. Mm-hmm. Donc X. Moi je pense que X va revenir. Le problème, c'est un peu Elon Musk et sa réputation. Mais je pense que les ingrédients sont là pour revenir. C'est très complémentaire. Quand on voit Reddit, en fait, c'est principalement du blogging, du texte. Forum, blog. Voilà, c'est un mix. Ça connaît un énorme succès de la part des utilisateurs. Ils ont lancé dans énormément de pays en 2025. Ils se développent. Il n'y a pas de raison, en fait, que le texte soit complètement mort. Et donc, X... Alors, j'ai lu quelque part que Threads, dont on ne parle plus jamais, devrait dépasser en termes de nombre d'utilisateurs X quelque part en 2026. Donc, moi, je ne savais même pas que l'application était toujours... Sérieux ? Donc, je suis retourné et j'ai vu qu'effectivement, il y a toujours des marques qui publient, mais principalement parce que tu peux facilement le faire
via Insta. En fait, tu peux Ouais. poster également sur Threads. Donc, je ne sais pas si c'est eux qui vont remporter la mise. Moi, je miserais quand même plus sur le vrai leader sur et celui qui a inventé finalement ce segment-là, c'est-à-dire Twitter, nouvellement renommé X. Et donc, je pense quand même qu'il pourrait revenir. Maintenant, ça dépend aussi un peu des frasques d'Elon Musk. Parce que voilà, comme il n'a pas toujours bonne réputation, les gens et les annonceurs, les premiers, délaissent un peu cette plateforme. Ouais. Donc, à voir, mais je pense qu'il y a quelque chose. On en reparle fin 2026. Ouais, on en reparle. Et, je pense qu'il y a quelque chose. Et c'est marrant parce que tu parles de Threads et en fait, moi, le seul suivi que j'ai avec ça, c'est l'UFC. Donc l'UFC, en début de chaque round, ils mettent soit des tweeters, enfin soit des tweets. Je crois qu'on dit toujours des tweets. Ouais, des On dit tweets. pas des X, quoi. Ce serait bizarre. Non, ça serait spécial. Soit Donc, des tweets, soit des threads. Et je me dis, ouais, Dana White, donc le président de l'UFC, il est ami avec Elon Musk et avec Zuckerberg. Ouais. Donc, ils se disputent un peu l'audience dessus. Mais donc, c'est le seul moment où je vois des trucs qui passent de threads. Mais c'est intéressant qu'il y ait une prédiction réaliste que ça pourrait dépasser Twitter. Je pense. Bah, ça, après, ça, c'est les chiffres, on verra. Mais en tout cas, le retour de ce format-là, il faut, parce qu'en plus, dans tout ce qu'on fait, le copywriting, c'est quand même un peu le parent pauvre, alors que on voit que c'est quand même très important. Ça donne une couleur à la marque, ça accroche le contenu, parce qu'il y a une partie du contenu qui est statique, et donc dans le statique, tu as une vraie culture du mot, de bien écrire, etc. Et donc, des plateformes comme X, finalement, ce n'est que ça. Et je pense qu'il y a quand même un art du copywriting qui ne se perd pas ou qui ne doit pas se perdre. Et donc aussi un retour de ça. Et puis ça fait le lien aussi avec la modération qui devient obligatoire, parce que sur X, au final, c'est quasi que ça. Beaucoup ça, ouais. Tu mets ton X, tu reçois des commentaires, tu as plutôt intérêt à y répondre. C'est ça le but, c'est de créer de l'interaction en fait. Ouais, complètement. Ah, donc c'est pas mal. Ah, je tu l'avais pas vu venir, celui-là? Non, celui-là, je l'ai pas vu venir et honnêtement, je signe pour. Moi, j'en ai une qui est un peu culottée, qui rejoint une de tes réalistes, mais c'est les marques vont en soi devenir un peu des créateurs de contenu eux-mêmes ou elles-mêmes. Ouais. Et je trouve ça intéressant. On avait un exemple c'est Leroy Merlin qui a fait ça, qui crée maintenant des contenus sur YouTube où des influenceurs doivent monter des meubles sans s'énerver pendant 1 heure, etc. Et je trouve que c'est un concept qui est vachement sympa. Et en fait, tu te transformes. Tu n'es plus vraiment j'ai envie de mettre mon produit en avant ni quoi que ce soit. C'est vraiment je crée un concept autour de ma marque qui la met en avant et qui devient du contenu agréable à regarder, divertissant, instructif, peu importe, mais c'est vraiment les idées de grands youtubeurs, mais ramenées directement à la marque sans passer par de l'influence ou sans passer par de l'UGC. Ouais, non, je te rejoins. En fait, une marque qui veut percer sur les réseaux sociaux, elle doit se considérer comme un créateur de contenu et donc avoir la même philosophie, avoir du storytelling, quelque chose à raconter, apporter de la valeur à ses audiences, avoir aussi un grain, une DA particulière. Et donc, effectivement, c'est tout à fait... Mais c'est pas si what the fuck. Après, je pense que c'est plus compliqué pour les marques à le comprendre et à l'assimiler et à le mettre en œuvre. Et là, ce sens, ça peut être une prédiction. Un shift, c'est un shift dans les mentalités de ceux qui gèrent les réseaux dans leurs entreprises. Et il y a aussi un côté, je pense, parce que là, ça va demander énormément de créativité, donc énormément de temps. Et en plus de ça, la production, c'est aussi beaucoup de temps, beaucoup d'argent si tu externalises un peu la production, la post-production, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup à gagner parce que quelque chose de unique, innovant, ça fonctionne quasi systématiquement si ça respecte bien les règles. Non, clairement. Est-ce que tu en as d'autres, des prédictions un peu On en avait parlé avant, c'était compliqué. Ah bah oui, je pense que TikTok va devenir la plateforme où une entreprise développe sa crédibilité. Ah ouais, c'est ok. Grâce à l'infotainment et notamment, parce que cette authenticité. En fait, pour l'instant, si on dit en tant qu'entreprise, tu dois construire ta crédibilité, tu vas plutôt penser LinkedIn en premier, parce que c'est très professionnel, c'est toujours bien écrit, tu parlais de copie juste avant. Et j'ai l'impression que de plus en plus, la nouvelle génération surtout, ils apportent beaucoup plus d'importance à la culture d'entreprise, l'ambiance dans laquelle ils travaillent, que le sujet même de leur métier. Et pour ça, je trouve que TikTok est meilleur. TikTok va beaucoup plus illustrer la culture d'entreprise, l'ambiance, l'environnement, ce genre de choses, alors que LinkedIn va plus mettre en avant qu'est-ce que tu fais.
Donc, il y a le quoi sur LinkedIn, il y a le why sur TikTok. Et je pense que si tu veux crédibiliser un peu ton entreprise en tant que chouette endroit où travailler, TikTok va prendre une bien plus grosse part que LinkedIn. Ouais. Après, c'est vrai qu'aussi LinkedIn est très sérieux et c'est du moi j'ai fait ci, mon entreprise est géniale. Gagner en authenticité sur LinkedIn, c'est aussi, à mon avis, bon, là, on part un peu des prédictions, mais ça serait quand même pas mal d'avoir beaucoup plus d'authenticité sur LinkedIn afin de ne pas tomber dans une revue papier glacé très corporate de qui fait quoi. En fait, ça, c'est mon impression. C'est que pour l'instant, LinkedIn, je ne dis pas que ça manque d'authenticité. Je ne pense pas que les gens mentent sur LinkedIn, mais chaque texte est très bien réfléchi. Tu es en mode, OK, je suis en train de publier sur LinkedIn. Est-ce que mon copy est bon? Est-ce qu'il n'y a pas une phrase qui est mal interprétable? Ce genre de choses. On a beaucoup moins ça sur LinkedIn, sur TikTok. Et je pense que, voilà, surtout les jeunes, mais aussi les plus âgés, c'est OK, si je veux aller travailler quelque part ou si je veux faire confiance à une marque en produit, etc., j'ai envie de voir les coulisses de l'entreprise. Et ça, c'est beaucoup plus judicieux de le faire sur TikTok que sur LinkedIn. Pour l'instant, après, LinkedIn peut peut-être adapter son algorithme, son feed, que sais-je. Mais ma prédiction, c'est qu'on va beaucoup plus investir sur aussi créer cette crédibilité sur TikTok plutôt que juste jouer de l'authenticité, de mettre en avant certains éléments. Ça sera beaucoup plus proéminent, on va dire. Non, mais écoute, je te rejoins. En fait, je suis en train de réfléchir. Je me dis que LinkedIn devrait lancer un Threads ou un X dans une de ses fonctionnalités. Comme ça, on a ce côté, le pouvoir des mots, de la réflexion. Et là, donner vraiment un max de valeur à une cible B2B, à une cible business. Et que ça ne soit pas forcément assorti d'une photo selfie qui n'apporte pas grand-chose, mais en même temps, pour l'instant, c'est ça qui marche. Donc, moi, le premier, je le fais parce que ça marche. Maintenant, je trouve que ça serait intéressant de ramener le poids des mots dans LinkedIn et donc de peut-être lancer une fonctionnalité un peu à la X, en fait, dans LinkedIn. Si on part du principe de ce dont on a parlé dans le premier épisode, les plateformes se disputent l'attention, le temps passé sur. Et dans le Rapid Fire, on avait vu la stat que sur LinkedIn, uniquement 10% des utilisateurs postent une fois par mois, ou plus. C'est très passif comme réseau. Donc, si eux veulent commencer à prendre plus d'attention pour que leur business model fonctionne mieux, ils ont tout intérêt à réfléchir à des nouvelles fonctionnalités qui vont donner envie aux utilisateurs d'être plus actifs. Et donc, le système X, échange, etc., c'est une option. Peut-être mettre un peu plus en avant le format vidéo pour reprendre ta première prédiction réaliste. Ça peut aussi venir sur LinkedIn, essayer de pousser ce truc. Ça, ils l'ont testé. J'ai l'impression qu'ils font vraiment marche arrière. Mais donc, en tout cas, le reach n'est plus ce qu'il était. Et justement, dans les dernières études, c'était plus le texte uniquement qui a encore une portée un peu plus supérieure que les autres formats. Donc voilà, je sais. À voir. Ouais, c'est ça. Mais en fait, de nouveau, c'est comme Instagram, tu n'as pas un algorithme. Tu peux aller dans l'onglet Reels, tu peux aller dans l'onglet Feed classique. En fait, LinkedIn devrait évoluer là-dedans. J'aime bien l'idée du tweet, du plutôt microblogging, etc. Parce que ça permet de construire sur une idée et d'avoir vraiment une émulation de l'intelligence collective. Et il y a, comme tu dis, à mon avis, il y aura beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de participation et on arriverait à créer des conversations beaucoup plus intéressantes, je pense. Ouais, ça doit un peu rester sur son cœur de cible. Donc LinkedIn, contrairement à d'autres plateformes, ne doit pas copier ce que fait TikTok parce que TikTok fonctionne mieux. Je ne pense pas que LinkedIn doive rester sur du 15-45 secondes pour les vidéos. Ça peut pousser des vidéos de 3 minutes, 5 minutes, etc. Et ce qui manque, par exemple, maintenant, quand tu postes une vidéo verticale sur LinkedIn, tu ne vois pas le copy. Et comme tu l'as dit, je trouve que le copy a beaucoup d'importance sur LinkedIn. Moi, je préfère un peu ce système X où tu vas publier ta vidéo, mais ton copy se voit très bien. C'est pas les 2 premières lignes et puis 3 petits points. Et puis, tu dois lire par-dessus la vidéo. Si la vidéo est un peu claire, c'est du blanc sur blanc, tu n'arrives pas à lire. Donc, ils doivent réfléchir à comment mettre en parallèle un peu. Il y a une vidéo qui supporte un copy. Oui, tout à fait. LinkedIn doit acheter X ou l'inverse.
On verra. Ce serait... On verra. Prédiction. On verra fin 2026. Ça, c'est même pas audacieux, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est peut-être un peu... Parce que, en plus, je trouve que les audiences X et LinkedIn sont... Enfin, c'est pas les mêmes mindsets du tout. Un peu différent. À voir comment ça se mélange, mais ça m'intrigue, ça m'intrigue. Ce serait pas mal d'avoir un univers parallèle où tu te dis, tiens, si ça fusionne, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça pourrait donner? Ce serait marrant. Fusion des mondes. On passe à la wishlist ou tu avais encore quelque chose de... Non, écoute, wishlist, ça me va bien. Pour moi, le plus gros souhait pour 2026, c'est que TikTok Shop arrive finalement en Belgique après 2 ans d'attente. Ça a été lancé l'année dernière en France. On nous l'annonce en Belgique mi-2026. Il est temps parce que c'est un formidable moteur de découvrabilité pour les marques. Et donc, si on pouvait passer à la conversion dans la même plateforme, je pense que ça aiderait énormément de business. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment le moment qu'on attend. Et derrière, il y aura tout ce qui est live shopping qui va se développer. La créateur économie, on en parlait, ça va continuer à se développer avec le système des affiliés. Donc, c'est vraiment tout un écosystème qui va se développer. Nous, on sera bien sûr là, les premiers pionniers dessus. Mais on a envie maintenant que ça sorte, quoi. Ouais, je suis d'accord, parce que ça, comme l'écosystème, c'est vraiment le mot qui représente, je trouve, TikTok Shop. Donc, ça débloque beaucoup de choses. Et bon, ça existe dans d'autres pays. Et c'est pas une frustration, mais on a envie de le voir arriver, c'est clair, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités pour nous, on va être honnête, mais aussi pour nos clients et n'importe quelle entreprise de manière générale. À fond. Moi, alors, ça va être peut-être un peu controversé ce que je vais dire, mais c'est plus en tant que créateur de contenu que je vais dire. Je suis un petit créateur de contenu, mais j'aimerais qu'il y ait un genre de lutte contre l'anonymat négatif. Je ne sais pas comment le mettre en place, mais je suis un petit créateur. J'ai pas beaucoup de haters, mais j'en ai. Et je pense que ceux qui font pas de la création de contenu se rendent pas compte à quel point un hater peut avoir un impact immense sur le moral des créateurs de contenu, et ça peut ruiner des journées, ça peut ruiner des semaines, etc. Donc moi, si tu dis demain, il y a un réseau social qui sort où il n'y a pas d'anonymat, il n'y a pas d'intelligence artificielle, mais je saute dessus. Si je sais que je vais échanger uniquement avec des humains qui ont leur vraie identité, donc leur vraie photo et leur vrai nom, je sais que les échanges seront beaucoup plus respectueux, beaucoup plus ouverts, et c'est ça que j'ai envie d'avoir. Donc c'est un souhait, c'est d'avoir une meilleure lutte contre l'anonymat ultra négatif. J'ai rien contre la critique constructive, je suis ultra ouvert à ça, c'est nécessaire pour évoluer. Mais quand tu regardes ce qu'on trouve sur beaucoup de plateformes, X en premier, il y a vraiment de la haine qui est partagée. Que tu comprends pas toujours, quoi. Et dans 95% des cas, c'est toujours quelqu'un qui se cache derrière un compte anonyme, et ça me pose problème. Non, tu as tout à fait raison. En fait, après, il faudrait peut-être souhaiter plus de bienveillance dans ce monde. Ou bien plus de bienveillance. Est-ce que c'est un problème des plateformes ou pas? Mais non, c'est vrai que les plateformes jouent ce rôle de cache-misère, et donc tu peux te mettre derrière un compte anonyme et derrière te défouler. Enfin, c'est quand même c'est un peu lamentable. Mais... Alors que le sport existe. C'est sûr. Ou alors il faut qu'on éduque tous. Voilà, c'est ça. On va faire un sprint. On va faire un sprint dans la rue. Alors moi, j'aimerais bien voir apparaître en wishlist la première école, ou je sais pas si c'est école, université. Université, c'est un peu pompeux, mais la première formation vraiment ultra crédible en termes de création de contenu. Ah ouais. Parce que la créateur économie, c'est qu'on le veuille ou non, qu'on se dise « Oh, c'est pas bien pour nos enfants », mais c'est un métier à part entière. À l'époque, tu disais que tu voulais être... peintre ou musicien. Alors oui, tu avais quand même des débats avec tes parents, mais c'était quand même pas perçu comme un influenceur sur les réseaux sociaux. C'est perçu de façon ultra péjorative. Et je pense que on aurait intérêt à structurer une approche d'éducation sur ce sujet-là, parce que ça va nourrir de plus en plus de personnes, et c'est une manière aussi à plein de gens qui ont quelque chose à dire de s'exprimer, de le faire avec professionnalisme, avec authenticité, avec aussi une conscience un peu éthique. Oui, elle touche une audience, donc il faut faire attention à la manière dont on amène certains sujets aussi, ou pas, mais alors on le fait en pleine conscience. Et donc ça, moi, je crois que ça serait vraiment
un cool souhait. Ça va prendre des années, mais vraiment d'avoir ça en Belgique, une vraie initiative nationale, ce serait canon. Ouais, en fait, pour mettre un cadre aussi, peut-être pas des règles, mais des façons de faire, des ways of working. Et, Aussi, et effectivement, on est obligé, quand on parle des réseaux sociaux, de parler de ce côté éthique. Et je pense qu'effectivement, s'il y a une éducation un peu plus large et auprès d'une audience peut-être plus âgée par rapport à mon fils, il me dit qu'il veut être créateur de contenu, je comprends rien, etc. Si les gens sont conscients que ça peut être et positif et une vraie carrière, c'est effectivement totalement bénéfique. Et j'aime bien le fait que tu fasses la comparaison avec les métiers que nous, on voulait faire quand nous, on était gamins. Alors, il y avait les classiques, pilotes d'avion, etc. Et là, on n'avait pas de mauvaise réflexion des parents. Mais c'est vrai que si tu disais, je veux être musicien ou sportif, il n'y avait pas une vision négative, mais ton parent, il savait que c'était peu probable, très concurrentiel. Ouais, et que, par exemple, si tu disais que tu voulais être sportif, on disait toujours, ouais, mais si tu te blesses ou ta carrière, elle finit à 35 ans, qu'est-ce que tu vas faire après? Donc, mais c'est parce qu'il y avait cette éducation. Ce sont des vraies questions. C'est, oui, effectivement, si tu deviens sportif de haut niveau, qu'est-ce que tu fais après 35 ans? Est-ce que tu gères bien ton argent pour? Est-ce que t'as... Mais bon, aujourd'hui, il y a des opportunités. Ouais, les créateurs de contenu, c'est comme si tu disais à l'époque, je veux devenir journaliste. Hein. Ou acteur. Ou acteur. Acteur. Déjà moins probable. Ouais, je mais pense c'est déjà mais... plus compliqué, mais journaliste, tu disais ça à 16 ans, je vais faire journalisme et je vais devenir journaliste. Il y a 30 ans, c'était ouais, ok, super, mais là, en fait, c'est créateur de contenu, quoi. C'est incroyable que tu dises le mot journaliste parce que ça me fait une passe décisive pour mon prochain souhait. Mon prochain souhait, c'est plus sur un shift des mentalités dans l'utilisation des réseaux sociaux. J'aimerais qu'on soit tous un peu plus journalistes dans notre utilisation quotidienne des réseaux sociaux, dans le sens où j'en ai marre d'entendre des gens dire « Ah, j'ai vu sur Instagram que si tu buvais un verre d'eau avant de manger, ton pic de glycémie n'était pas aussi puissant. » Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que sur la plupart des réseaux format court, on n'a que des conclusions, on n'a pas de raisonnement. Et il y a des personnes qui font clairement du engagement farming, donc qui sont conscients, qui disent du bullshit, mais qui le disent quand même. Et certaines personnes qui voient ça et qui incorporent ça comme une vérité. Ouais. Et j'aimerais qu'on considère tous que chaque jour de l'année, c'est le 1er avril. Tu vois, le 1er avril, tu vas faire ton effort de fake news ou pas? Ouais, et en fait, aujourd'hui, j'aimerais qu'on le fasse pour tout ce que tu trouves sur les réseaux. Il faudrait double-checker d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, l'accès à l'information est gigantesque et ultra facile. Donc, voilà, c'est plus ça, parce qu'il y a beaucoup de désinformation et c'est problématique dans les débats que tu peux avoir dans la vie de tous les jours. C'est de l'esprit critique, quoi. Exactement. Vraiment, avoir de l'esprit critique, j'arrive pas à le dire. L'esprit critique. De l'esprit critique. C'est hyper important et c'est hyper important de l'enseigner à la nouvelle génération aussi, qui est exposée à des signaux que nous, on n'avait pas. Ouais. Mais tu as raison, c'est transversal à toutes les générations. Aujourd'hui, tu peux croiser des fake news à tous les coins de rue, pas que le 1er avril. D'ailleurs, l'histoire du pic de glycémie avec le verre d'eau, c'est un deepfake. Ne le faites pas chez vous, ça ne marche pas. Mais buvez de l'eau, par contre. Mais buvez de l'eau, oui. Et évitez les pics de glycémie. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir cet esprit critique et d'aller gratter. Et les réseaux sociaux, c'est une fenêtre, donc... mais après, qui doit nous inviter à aller plus loin et à creuser des sujets qui nous intéressent, qui nous passionnent, qui nous font nous poser des questions et pas juste s'arrêter à la consommation de Reels et on prend tout pour argent comptant. Donc, après, c'est un problème. Enfin, c'est pas un problème qui est propre aux réseaux sociaux, parce que j'en parlais il y a pas longtemps, mais mes parents en tout cas, ils ont été targetés par la télé et tout ce qui venait de la télé, c'était vrai. C'était OK. Vrai. Donc moi, je suis né, mon petit-déj, c'était des céréales. Parce que non. Voilà, parce que la télé disait c'est le meilleur petit-déj qui existe, quoi. Avec du jus d'orange. Voilà. Allez. Minute. Oula, pas de main. Mais juste non. Donc c'est pas propre au réseau, mais c'est juste que cet esprit critique, il faut absolument l'alimenter et continuer à l'avoir. Carrément. Dernier point sur ma wishlist, qu'est-ce que j'avais ? En fait, toutes les plateformes, c'est des écosystèmes assez fermés et ça pose quand même à chaque fois beaucoup de questions d'un point de vue performance, ads, d'attribution à l'achat. Ça vient de quelle plateforme ? Alors déjà, il faut qu'on arrête de parler d'expérience d'achat linéaire. C'est un cercle où en tout cas c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus tortueux, sinueux qu'un cercle linéaire. Et idéalement, ça serait bien d'avoir un vrai
systèmes de tracking qui permettent, à travers toutes les plateformes, de vraiment comprendre en fait comment une marque en fait rentre dans un process de notoriété, considération et conversion, parce que ça c'est quand même 3 étapes clés, mais qui se font dans tous les sens sur plein de plateformes différentes, et ça serait le rêve. Ça serait le rêve d'avoir ce genre de lecture-là, de clarté. Et donc, voilà, ça un futur tool à travers toutes les plateformes. API, j'en sais rien, j'ai juste lancé un mot que je connaissais. Ok. Voilà, c'est la solution. Appelez-moi, Google, Facebook, Twitter, appelez-moi. Donc, effectivement, ce serait pas mal, parce que c'est à s'arracher les cheveux de temps en temps de pouvoir traquer. Et en fait, ça permet de faire des meilleures analyses et pouvoir mieux ajuster les stratégies ads ou même organiques aussi. Parce que sur le chemin organique, c'est aussi intéressant d'avoir une meilleure vision là-dessus. Moi, le dernier, c'est... pour rester un peu dans la performance, j'aimerais aussi qu'on soit moins axé la performance égale les vues et la performance égale le volume, mais plus la performance égale la qualité et la performance égale l'engagement. Certains le font, mais j'aimerais que ce soit un peu plus généralisé, parce qu'il faut qu'on se rende compte qu'on va plus vite se lasser de beaucoup de contenu moyen plutôt que de peu de contenu de qualité. Et donc, si tout le monde comprend ça, c'est déjà intéressant. Et plutôt que d'avoir une vision, je veux faire beaucoup de vues, j'aimerais faire beaucoup d'engagement positif. Donc, encore une fois, pas faire du farming sur des fake news, mais vraiment se dire, OK, j'ai envie de faire de l'engagement de personnes qui, par la suite, peuvent devenir des clients ou des candidats ou des partenaires ou des collaborateurs. Et je pense que certains ont déjà fait cette transition, mais j'aimerais que ça se généralise un peu plus, histoire que ce qu'on voit soit de meilleure qualité, soit mieux réfléchi, avec une vraie valeur ajoutée. C'est sûr que la qualité est importante, et quand tu fais de l'engagement, en général, le reste suit. Voilà. Donc, c'est sûr. Moi, j'ai encore parfois des briefs de clients qui veulent être présents avec un post par jour. Pour assurer de la qualité tous les jours et vraiment faire en sorte que ça soit vu et engageant, donc aussi avec le côté qualitatif, c'est extrêmement compliqué. Et donc, je pense qu'on est mieux de dégonfler effectivement un peu le volume pour réinjecter de la qualité. Ouais, après, le volume qualité, ça va de pair avec le temps passé à. Donc, c'est pas impossible de faire de la qualité tous les jours. Il y a beaucoup de créateurs qui produisent de la qualité tous les jours, mais ils passent énormément de temps, où ils ont un gros budget pour. Et donc, c'est juste ajuster ton volume par rapport à ton budget temps, ce qui va te donner plus ou moins de qualité, tout simplement. Clairement. Parce que le budget, on est dans un monde avec des ressources limitées et finies. Donc... c'est ça. Le temps, c'est une ressource. L'argent, c'est une ressource. La créativité, ça aussi, c'est limites qui dépendent souvent du temps, mais aussi simplement du milieu. Il y a des milieux dans lesquels c'est pas très compliqué de trouver des nouveaux sujets tous les jours, mais il y a d'autres milieux où ça demande un peu plus de réflexion. C'est clair. Bon, on a fait le tour, c'était pas mal quand même. On fait un beau tour là. Ouais. Sympa ce deuxième petit épisode. Écoute, très sympa. J'espère que ça a inspiré les marques et les auditeurs qui nous écoutent. C'était vraiment sympa. Je pense qu'on va se faire milieu d'année peut-être, ou fin d'année au plus tard, fin 2026 au plus tard. On se reprend nos prédictions et on check un peu où ça en est. On peut en faire aussi des nouvelles en milieu d'année, et clairement en fin d'année, on refait un petit score. Quoi. Grave, on fait 2 ça. 2 sur 9. On verra. Mais c'est vraiment un exercice très difficile. Et d'ailleurs, nous aussi, on doit créer de l'engagement et on fera de la modération, on va répondre aux commentaires. Donc, si vous avez des prédictions réalistes, audacieuses ou une liste de souhaits, la section commentaires est là pour vous. C'est parti. Merci Fred. Allez, à toutes. Ciao, ciao. Ciao.